Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co qui décrypte l'actualité des plateformes de streaming et des séries qui sortent sur ces plateformes. Et on va parler aujourd'hui de la stratégie de Netflix, la principale plateforme de streaming en France. Et on va le voir qui essaye de sortir de nos écrans pour s'imposer dans le monde physique. C'est un petit retour en arrière aussi pour Netflix, on va disséquer cette nouvelle stratégie. Et puis, on va parler de nos séries de la semaine, évidemment. On va parler de la nouvelle production française originale de Disney+, ça s'appelle Tout va bien, on va en débattre. Les avis ne sont pas forcément tous les mêmes sur ce plateau. Et puis, on aura les coups de cœur de nos deux invités. Justement, mes invités, elles sont là. Il y a d'abord Margot Barallon. Salut Margot. Salut. Alors Margot, journaliste indépendante, on peut te lire notamment dans le magazine 3 couleurs, entre autres, pour te lire, parler de séries notamment, mais aussi de cinéma. Tu fais les deux. Exactement. Grand et petit écran. C'est ton deuxième passage dans l'épisode suivant. Merci d'être revenu. On ne se lasse pas, quand on aime, on revient. Bon, ça fait plaisir. Et en face, en revanche, c'est une nouvelle tête, c'est Salambo Marie. Salut. Salut. Merci à toi d'être venue. Tu es journaliste indépendante aussi comme Margot, spécialiste des séries comme Margot. Et on peut te lire non pas dans 3 couleurs comme Margot, mais sur le site de Numérama, notamment et Ouest France aussi. Exactement, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Les présentations sont faites, on va donc passer au débat de la semaine. Et je le disais, on va donc s'intéresser à la stratégie de Netflix, le principal acteur du streaming en France et dans le monde, globalement depuis plusieurs années. Netflix qui tend de plus en plus la main au cinéma et au monde du divertissement traditionnel, on va dire physique, les salles quelque part de cinéma à l'ancienne, avec une actualité très récente. Netflix qui a racheté et sauvé, on va employer le mot, un vieux cinéma des années folles à Hollywood, l'Egyptian Theatre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut s'imaginer un truc des années 20 assez énorme, un espèce de bâtiment en forme de temple égyptien, on se croirait à Luxor, avec une immense salle, avec des décors, des dorures, enfin voilà, quelque chose typique des années 20 aux États-Unis. Et donc Netflix a mis la main à la poche, on parle d'une opération à 70 millions de dollars quand même, pour rénover entièrement ce vieux cinéma qui tombait pas en ruine, mais pas loin, en tout cas qui servait plus à grand chose. Margot, j'aurais demandé 70 millions quand même, on ne parle pas de 2 euros. Qu'est-ce que Netflix vient faire dans cette histoire ? C'est quoi l'intérêt de Netflix à faire ça ? En fait, pour Netflix, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant, comme ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, ce cinéma, qui est effectivement assez culte, il a été très, très abîmé par un tremblement de terre en 1994. Et il était depuis la propriété de la Cinémathèque américaine, qui est une association à but non lucratif. Bref, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont essayé de rénover, mais ils n'avaient pas vraiment les fonds pour le faire entièrement. Donc en fait, ils ont fait un partenariat avec Netflix. Netflix a racheté le cinéma. Netflix a les 70 millions de dollars à mettre sur la table pour redresser le cinéma. Et en échange, Netflix a obtenu en fait les créneaux de la semaine pour diffuser les films qui normalement sont diffusés sur sa plateforme. Donc ils ont commencé avec The Killer, le dernier film de David Fincher. La veille de la sortie sur la plateforme, ça a été diffusé dans ce cinéma. Et la Cinémathèque américaine garde les créneaux du week-end pour diffuser ses classiques, donc le cinéma du patrimoine. Donc en fait, c'est vraiment en gros un droit pour Netflix d'exploiter une vraie salle, ce qu'elle fait déjà aux États-Unis, mais en fait ils louent à chaque fois des salles pour projeter leurs films. Là, ils ont leur salle et en échange, il y a ce côté très symbolique de on met de l'argent dans un vrai cinéma. Oui, et puis pas n'importe quel cinéma non plus. On est sur un espèce de... Il y a un peu comme le Chinese Theatre aussi à Hollywood. C'est un peu ces cinémas très architecturaux, symboles d'une époque, des années 20, le grand Hollywood, un peu débridé, etc. Exactement. Que Netflix ne représente pas du tout dans l'esprit des gens. Voilà. Il y a une sorte de réparation un petit peu. Netflix, qui est souvent accusé de mettre à mort le cinéma plus que de l'aider, là, donne de l'argent au vieil Hollywood, au Hollywood traditionnel. Est-ce que, Salambo, c'est une main tendue finalement de Netflix quelque part? C'est un peu, ils montent patte blanche. On sait qu'ils sont beaucoup critiqués par ce monde du cinéma. Ouais. Une façon pour eux de se remettre dans le milieu. C'est une main tendue, mais en même temps, effectivement, j'ai l'impression que c'est surtout une affaire de symbole, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit... C'est un coup marketing, en fait. C'est de la surface, tout ça, même si ça leur a coûté très cher. Mais je pense que c'est très paradoxal, en fait, dans leur stratégie globale, parce que finalement, ils avaient été très critiqués, notamment au Festival de Cannes. On se souvient de la projection d'Okja en 2017, par exemple, qui avait été très critiquée parce que Netflix refusait de le sortir en France dans les salles. Et du coup, depuis, le Festival de Cannes a d'ailleurs ajusté sa politique pour que tous les films présentés en sélection officielle soient sortis en salle.
Donc c'est un peu paradoxal là maintenant de racheter, de participer à la restauration d'un cinéma, de vouloir y diffuser leurs films, alors que dans d'autres conditions, ils sont un peu plus frileux. Donc j'ai l'impression que c'est un peu paradoxal. À la fois, c'est une main tendue et à la fois, c'est un peu bizarre. Oui, d'autant que c'est vraiment la plateforme qui fait le moins d'efforts là-dessus. Ouais, une plateforme comme Apple TV, accepte, même en France, de sortir son Napoléon en salle et tout ça. Netflix est extrêmement fermé là-dessus, donc il y a un vrai paradoxe. Ouais. Oui. Après, peut-être qu'il y a aussi le contexte. On va rappeler qu'on sort à l'instant, hier, d'une grève très tendue. Il y a d'abord eu les scénaristes, puis les acteurs. Là, ça y est, tout le monde s'est mis autour de la table pour signer des deals. Mais ça a été quand même plus de 6 mois où les acteurs et les scénaristes sont tirés à boulet rouge, notamment sur les plateformes de streaming et notamment sur Netflix, pour les droits d'auteur, pour les conditions de travail, pour le recours à l'intelligence artificielle. Netflix a aussi peut-être conscience que le rapport de force est peut-être plus tellement en leur faveur aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi, de se dire ils sont obligés de sortir de leur bulle, de se dire on a tout révolutionné, peut-être que maintenant il faut aussi reparler aux gens qui étaient là avant et qui seront peut-être là après Netflix d'ailleurs. Je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a ça. Netflix est obligé de sentir que le vent tourne et que, au-delà des plateformes de streaming, même les studios peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Là, récemment, Warner a encore, parce que c'est la deuxième fois, annulé la sortie d'un film qui était déjà tourné. Ce qui est assez atroce pour tous les gens, et il y en a beaucoup qui ont travaillé dessus. Résultat, on a un mouvement de réalisateurs qui disent « Ok, nous, on avait des rendez-vous avec Warner, on les annule, parce que vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. » Je pense que du côté des studios et des plateformes de streaming, on sent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais je pense aussi et surtout que c'est un enjeu financier pour Netflix qui s'aperçoit que le modèle économique des plateformes n'est pas trouvé. On ne peut, d'ailleurs, ils ont commencé à perdre des abonnés il y a un an. Là, c'est revenu, mais ils ont dû mettre en place tout un tas de stratégies, fin de partage de compte, hausse des abonnements, pour essayer de retomber sur leurs pattes, mais ça reste très fragile. Et donc, ils savent finalement que le streaming, rester dans le salon, dans la chambre des gens, ne rapporte pas tant d'argent que ça. Et je me permets de penser que c'est surtout ce volet qui pèse dans les décisions de Netflix. Oui, c'est sûr que Netflix, c'est une plateforme qui a besoin de gagner de l'argent. Alors certes, là, ils en ont perdu beaucoup, puisque 70 millions de dollars pour rénover cette salle de cinéma. C'est sûr que sur le papier, on se dit, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une salle moins chère à racheter, déjà toute rénovée ailleurs, peut-être plus grande? Parce qu'en plus, la salle de l'Egyptian Theatre, elle est certes grande, on n'est pas sur un amphithéâtre à 2000 places non plus, quoi. Donc, peut-être aussi qu'il y a un besoin de se raccrocher à cette industrie qui, finalement, comme je disais, était là avant Netflix, sera peut-être là après Netflix. On ne sait pas combien de temps va durer l'histoire des plateformes de streaming. Mais ce qui est marrant aussi, quelque part, c'est que Netflix sort de notre écran de plein de façons aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est une des façons, la plus récente, c'est aussi pour ça qu'on en parle, mais il y a d'autres accroches que ça aujourd'hui. Netflix a besoin de ne plus vivre dans cette bulle. On parlait aussi notamment il n'y a pas longtemps des Netflix Houses. Alors, on ne sait pas encore trop à quoi ça va ressembler, mais c'est une espèce de moitié boutique, moitié parc d'attractions consacré à l'univers des différentes séries de Netflix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de cette même stratégie Netflix qui hors les murs quelque part? Oui, je pense que en fait c'est un autre volet, c'est-à-dire qu'on a le volet cinéma traditionnel et là pour moi on a le volet un peu culture geek, pop culture, aller chercher les gens dans les goodies, les parcs d'attractions, leur faire vivre des expériences immersives. En fait, qui a été la stratégie Disney finalement. Exactement, qui a été la stratégie de Disney. Donc là de toute façon on présente ça un peu comme des sortes de petits Disneyland en fait, avec des endroits où manger, etc. Enfin vraiment ça a l'air très complet comme projet, mais effectivement c'est pas nouveau parce que Netflix a déjà fait des expériences immersives comme ça aux États-Unis notamment avec des balles sur le thème de Bridgerton. En France, à Paris, il y avait eu aussi des expériences autour de Stranger Things. Bon, on voit bien qu'ils essaient de tendre une main aussi vers le public en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de vouloir raccrocher aussi à la pop culture des gens et à l'affect des gens en fait. Je pense comme Disney le fait d'ailleurs très bien avec Disneyland en fait. Et garder les gens aussi parce que Stranger Things, vous avez une saison qui sort. Après, il faut attendre au moins 1 an pour avoir la suivante. Et en fait, pour garder les gens et pour continuer de leur faire payer quelque chose, il faut leur proposer autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie-là, elle permet aussi à Netflix de toucher d'autres publics. Salambo parlait très bien de la pop culture, de la culture geek et des balles Bridgerton. Cette
cette culture geek, longtemps, elle a été très masculine. Quand vous faites des balles sur le thème de la série Les Chroniques de Bridgerton, vous attirez plutôt un public féminin. Donc, il y a aussi la volonté de diversifier vraiment les publics et d'avoir toujours plus de monde. Il y a des rentrées d'argent aussi, quelque part. On parlait du modèle de Disney, c'est-à-dire que Disney a aussi compris que ce qui rapporte de l'argent, c'est pas vraiment les films. Les films, c'est plus un symbole, c'est des vitrines. Ce qui rapporte de l'argent, c'est si on fait venir les gens dans des parcs, qu'on leur fait acheter la peluche à 25 €, qu'on leur fait acheter le t-shirt Stranger Things à 35 € derrière aussi. Et les gens, finalement, un truc, ils repartent à la fin de la journée, ils ont mis 200 € dans des goodies, quoi. Et ça, pour le coup, ça rapporte beaucoup plus qu'un abonnement mensuel d'une personne à Netflix, quoi. Exactement, et puis ils savent bien aussi que cette culture geek effectivement était très masculine, mais c'est aussi une culture qui a été très longtemps invisibilisée, voire dénigrée, voilà, auprès du grand public. Donc en fait, ils savent très bien aussi que c'est un public qui est justement friand de ça, parce qu'ils ont envie d'être crédibilisés, de voir leurs personnages préférés, comme Disney effectivement. En fait, c'est vraiment la même stratégie. Disney maintenant, on remet plus trop en cause. En fait, on se dit que c'est un peu pour les enfants, etc. Mais ils ont quand même assis un peu leur supériorité entre guillemets, notamment en rachetant Marvel, etc. Là, Netflix, c'est un peu la même démarche, en fait. C'est cette idée de parler aussi au cœur des geeks, un peu, et de parler à leur cœur qui a longtemps été mis sur le côté, en fait, voire un peu, dénigré et délaissé par le cinéma aussi traditionnel, finalement, des fois. Alors, à la fois parler aux geeks, mais aussi parler aux cinéphiles, parce que Netflix marche un peu sur ces deux jambes-là, maintenant. Certes, d'avoir Stranger Things, d'avoir ces séries très très populaires avec des imaginaires qu'on connaît bien, et d'un autre côté, d'avoir ces films d'auteur de plus en plus, d'attirer des grands réalisateurs. Et en France, ça se matérialise par un partenariat assez intéressant, je trouve, que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Netflix, il faut le savoir, est partenaire de la Cinémathèque française avec un titre un peu ronflant de grand mécène. Alors, ça veut dire qu'il y a des événements en commun, des choses comme ça. Mais la Cinémathèque française, on parle quand même, là, on parle pas de... Alors, certes, il y a des rétros parfois de films très populaires, mais on parle d'un cinéma plus intellectuel, pas forcément élitiste, mais en tout cas qui n'est pas de la pop culture au sens premier du terme. Là, on est sur quelque chose de Netflix qui va chercher la cinéphilie. Oui, exactement. Mais c'est une collaboration qui dure depuis 5 ans. Le titre de Grand Mécène, ça date du début de cette année et c'est un partenariat vraiment formalisé pour 3 ans. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, Netflix, quand maintenant elle diffuse les films de David Fincher, pour la Cinémathèque, elle organise une masterclass. Donc il y a vraiment un partenariat très intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, les diffuseurs sont forcés par la loi de financer le cinéma français. Donc, traditionnellement, ce sont les chaînes de télévision. Quand les plateformes de streaming sont arrivées, c'était encore une zone de non-droit, un flou, elles ne contribuaient pas. Et très vite, dès 2020, il y a eu un décret européen qui obligeait les plateformes à le faire aussi. Donc, il s'est traduit dans la loi en France en 2021. Donc, les plateformes doivent investir. Ça peut être de l'investissement dans des films à venir, mais ça peut aussi être de l'investissement dans le cinéma de patrimoine. Et en fait, Netflix a pris les devants et son partenariat à la Cinémathèque lui permet aussi de contribuer au cinéma français via ce biais-là. Et c'est comme ça que, par exemple, elle a mis beaucoup d'argent pour restaurer un vieux film, le Napoléon d'Abel Gans. Qui est un immense projet, faut quand même. Alors ça, les gens ne le connaissent peut-être pas forcément, parce que c'est un truc qui se passe par ailleurs dans des lieux un peu, dans des caves, on va pas vous faire peur, mais c'est pas forcément en pleine lumière, parce que sinon ça abîme les films. Napoléon d'Abel Gans, c'est un vieux film, donc d'un cinéaste assez culte en France, qui est un film qui dure, comme les films de cette époque-là, des heures et des heures. Il y a des kilomètres et des kilomètres de pellicules. Il y a surtout une vingtaine de versions différentes du film. On n'a jamais eu le film tel que Abel Gans l'avait. On n'a jamais revu ce film-là. Voilà, on n'a jamais revu ce film-là, qui a été fait en 1927. Et donc, ça fait quand même 14 ans. Désormais, qu'on travaille dessus, c'est plus long que le Premier Empire. Donc, et oui, et Netflix aurait mis, on ne sait pas exactement, mais au moins 2 millions d'euros dans la restauration de ce film-là. Donc, on voit vraiment cette volonté de Je pense qu'il y a un côté se racheter une bonne conscience. Oui, parce que là, on va pas se mentir, sur le Napoléon, il n'y a pas d'enjeu d'audience. C'est pas un film qui va cartonner sur, même s'il le diffusait sur Netflix. J'aimerais, mais je suis pas sûre. Pas sûr qu'il soit numéro 1 dans le monde le jour de sa sortie, quoi. On parle quand même d'un film, voilà, on voit des images derrière nous. On parle d'un film des années 20 avec une colorimétrie. Enfin, c'est des images recolorisées, mais donc c'est soit tout rouge, soit tout vert, soit tout bleu. Ça dure 7 heures. Ça dure 7 heures. Voilà, je suis pas sûr que le public de Netflix soit habitué à voir ce genre de film.
Mais c'est intéressant ce que dit Margot, peut-être de se racheter une conscience, de dire, bah voilà, certes, on fait parfois des trucs pas terribles pour le cinéma, mais regardez, votre vieux film là, on va le refaire, quoi. Oui, je pense que c'est une façon aussi de montrer un peu leur appartenance à la grande famille du cinéma. La fameuse. Il y a un peu ce côté un peu pompeux, je pense. Et puis, alors bon, là peut-être je vais me faire l'avocate du diable, mais j'ose espérer aussi que peut-être ils s'inscrivent un peu dans finalement la volonté d'Abel Gance, parce qu'en fait, lui, il était déjà un peu visionnaire et il avait déjà un peu pensé son film pour être un peu découpé en fait. Et du coup, je me dis que peut-être Netflix sortira une version série de Napoléon, ouais. en 7 épisodes d'1 heure, je ne sais pas. Ce serait un peu plus simple à regarder. Ce serait un peu plus simple à regarder, parce que là, effectivement, on voit les images, c'est un peu ardu, je pense, de regarder 7 heures comme ça. On n'a plus vraiment l'habitude de regarder ce genre de film qui plus est sur cette longueur. En plus, voilà. Donc, je me dis aussi que pour Netflix, il y a peut-être cet intérêt aussi de restaurer effectivement ce monument, mais aussi de l'adapter du coup au code que finalement Abel Gance avait été un peu visionnaire sur cette partie-là. Et puis, par rapport à la Cinémathèque, il y a aussi cette idée de s'inscrire matériellement en fait avec des objets, des costumes, des décors qui maintenant appartiennent à la Cinémathèque française. Donc ça permet aussi d'inscrire Netflix en fait dans cette famille au milieu de décors et de costumes de films très importants du patrimoine français. En fait, maintenant on a des films Netflix et ça leur permet d'asseoir aussi leur autorité en fait. On mentionnera aussi qu'au passage quand même la Cinémathèque bénéficie aussi de ce partenariat, notamment on parlait de l'avant-première de The Killer à Hollywood, il y a aussi une avant-première en France en présence de David Fincher au mois d'octobre il me semble. Oui. Donc quand même plus d'un mois avant la sortie du film, qui permet de le voir dans une salle, etc. Alors voilà, c'est quand même assez intéressant là-dessus. Voilà, on pourra comparer, nous en tout cas, le Napoléon d'Abel Gance restauré par Netflix au Napoléon de Ridley Scott qui sort cette année, financé par Apple TV+. Je crois que les plateformes de streaming n'ont qu'un héros, c'est Napoléon. Vive la France, tant mieux pour nous. On y voit plus clair, je pense maintenant, dans cette stratégie de Netflix qui essaie de sortir de nos écrans d'ordinateur et de télévision. Il y a du bon, du moins bon, comme d'habitude avec Netflix. On va continuer à suivre ça. Et en attendant, on va passer aux séries de la semaine. Et on va commencer avec la série de la semaine, celle qui nous intéresse le plus. C'est Tout va bien, une production originale française sur Disney+. Ça vient de sortir. Je vais vous la pitcher assez rapidement. On y suit la famille Vasseur à une période assez charnière pour tout le monde, puisque Rose, l'une des enfants, est atteinte d'une leucémie. Alors elle est en bas âge, je crois qu'elle a 8 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on est quand même sur un drame assez sérieux et ça va évidemment déstabiliser toute la famille. C'est un peu un tableau tout ça. Il y a les parents qui sont un peu au début dans le déni de la gravité de cette maladie. Il y a la tante qui, au contraire, elle se complaît un peu dans le malheur et voudrait que tout le monde se morfonde pour mesurer le poids de ce drame. Il y a son oncle qui, lui, est un steward, un peu qui vit la vie au jour le jour, mais qui est très, très à fleur de peau. Il y a sa grand-mère, qui est un peu la star de la famille, qui est gourou de la pensée positive, qui a écrit de multiples livres de développement personnel avec des titres tous plus clichés les uns que les autres, qui va par exemple du coup se heurter, elle, à la réalité de ce que c'est que la vie quand c'est pas toujours très positif. Le tout interprété par un casting assez soigné, de beaux noms, Virginie Efira, Sarah Giraudot, Nicole Garcia, Bernard Lecoq et j'en passe. Margot, Salambo, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Tout va bien sur Disney+? Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est un... Alors, Disney+ avait déjà produit Oussekine, qui était leur premier drame français produit par la plateforme. Moi, j'avais déjà trouvé ça formidable. Et je trouve que Tout va bien s'inscrit un peu dans cette lignée aussi de vouloir faire des drames importants sur des sujets importants. Par contre, là où Oussekine est resté quand même dans le drame pur parce que le sujet aussi l'exigeait. Bon, là, le sujet pourrait aussi l'exiger pour Tout va bien, mais finalement, ils prennent un espèce de ton un peu tragicomique selon les épisodes, qui ajoute en fait une légèreté finalement à ce drame qui touche quand même cette famille de façon assez brutale. Et puis les personnages, alors sont au début un peu insupportables. Je vais vous avouer que moi au début, j'avais pas très envie de m'attacher à ces personnages pendant 8 épisodes. Je suis assez d'accord avec ça. Notamment le personnage de la grand-mère, donc qui est joué par Nicole Garcia. Moi, j'avoue, j'avais pas très envie de la suivre. Mais finalement, au fil des épisodes, moi, je trouve quand même qu'il y a un peu un attachement qui se crée à ces personnages, à leurs failles, à leur côté très humain. Moi, j'ai trouvé ça très bien interprété, à l'exception de quelques comédiens et comédiennes, mais globalement, Virginie Efira confirme que son tournant dramatique est parfait. Sarah Giraudot confirme aussi que c'est une grande actrice de série, après Le Bureau des légendes. Donc globalement, moi, j'ai trouvé ça une très belle proposition de Disney+, finalement.
Moi, j'avoue que j'ai regardé 2 épisodes en me disant, mais alors, déjà, j'ai du mal à comprendre qui sont les gens, les uns par rapport aux autres. C'est une famille assez nombreuse, parce qu'on j'ai pas cité, mais il y a aussi les conjoints des différentes personnes, plus les autres enfants, plus les amis, etc. Les ex envahissants, enfin, il y a beaucoup de monde. Et je me suis dit, mais en fait, je ne comprends pas où on va. Et à un moment, c'est assez inexplicable, ça s'est complètement débloqué. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller avec eux jusqu'au bout. Et c'est ça que je trouve assez formidable dans cette série, c'est que, alors effectivement, il y a un drame au départ, mais moi, j'ai trouvé que c'était plus drôle, voire féroce. Ouais. La scène d'ouverture est quand même assez extraordinaire. Je ne vais rien en dire, mais elle est... moi, j'étais très perturbée. En lançant l'épisode, je me suis dit... Ok, je m'attendais pas à ça. Et en fait, il y a vraiment des saillies à des moments plus féroces. Et moi, j'ai trouvé ça très bien dosé. Et j'ai fini par m'attacher en fait à cette famille. Je trouve par ailleurs que le point de vue est assez intéressant parce qu'on suit globalement plus le personnage de Claire, donc joué par Virginie Efira, qui est la tante de Rose. Voilà, et donc ni l'enfant malade, ni ses parents. Ce qui est plutôt généralement ce qu'on attend dans ce genre d'histoire. Et là, j'ai trouvé que décaler un petit peu le point de vue était vraiment intéressant. Alors après, c'est sûr, c'est une série sur les névroses familiales. Je sais pas, moi, ça me parle. Ça parle à peu près à tout le monde. Je pense qu'on a tous globalement quelqu'un qui ressemble à quelqu'un dans cette série, dans notre entourage, que ce soit la personne un peu toujours grand ronchon ou malheureuse, ou au contraire celle qui n'est jamais non mais rien n'est grave, tout se passe bien et on gérera la vie comme on peut. En revanche, moi ce que j'ai trouvé intéressant peut-être dans la série, je suis un peu plus mitigé que vous deux. J'ai trouvé que il y avait pas mal de points un peu négatifs pour moi, notamment je trouve que c'est une série qu'aurait pu produire TF1, moi je trouve très honnêtement. Ah non. Je trouve que j'ai pas vu la patte de Disney+ là-dessus, j'ai pas vu la patte d'une plateforme de streaming là-dessus. Mais t'as pas vu la patte d'une vraie scénariste derrière, parce que vraiment... J'ai trouvé que c'était l'un des points positifs, qu'effectivement c'était peut-être mieux scénarisé. C'est mieux dialogué. Mais je trouve que malheureusement le jeu est parfois un peu refait tomber dans les travers des séries françaises, parfois de chaînes de télé. Mais ce qui m'a moi un peu marqué là-dessus, c'est que justement on n'élude pas le drame par contre. C'est que contrairement aux séries de TF1 ou de France 2 qui ont toujours ce côté un peu très... non mais tout va bien se finir, tout va bien se passer, jusqu'à la fin... On est quand même dans un drame qui pèse vraiment, qui est montré de façon assez crue quand même. Enfin, on voit la leucémie, on voit le cancer qui ronge finalement cet enfant, et c'est assez horrible quand même. On parle quand même d'une enfant de 8 ans. Et j'ai trouvé ça assez fort d'assumer jusqu'au bout quasiment ce point de vue assez noir sur la maladie et le fait que ça, pour les gens qui vivent ça autour de ça, et pas seulement la malade, c'est quelque chose d'assez impossible à gérer en fait, quoi. Moi, c'est ça qui m'a plu. Moi, je pense que ça vient aussi justement du fait que ça a été donc scénarisé et créé par Camille de Castelnau, qui a co-scénarisé Le Bureau des légendes, donc qui est quand même aussi une grande série, parmi les meilleures, je pense, séries françaises de ces dernières années. Qui retrouve d'ailleurs Éric Rochant. Exactement, Éric Rochant qui réalise les deux premiers épisodes. Donc elle s'est inspirée en fait de faits réels. Alors c'est un peu flou, mais on comprend quand même que c'est des faits qu'elle a elle-même vécu. Notamment, je crois que justement elle-même était touchée par la maladie qui touchait sa nièce, donc le personnage de Claire, je pense, doit être un peu inspiré de sa propre expérience, et je pense que c'est cette écriture-là qui fait que justement on n'élude pas le drame, mais par contre il y a vraiment des moments très drôles, justement dans ce décalage en fait, dans la façon dont les personnages vivent le drame, chacun un peu à leur façon. Il y a du coup des confrontations, je pense notamment au Stuart qui est incarné par Alyosha Schneider, qu'on avait vu dans Salade grecque, qui lui est un peu insouciant, il a un peu la belle vie, etc. Et donc à un moment donné, par exemple, il achète un lapin à la petite Rose, donc qui a la maladie, et donc Virginie Efira l'engueule un peu en lui disant mais ça va pas, t'es complètement dingue, elle est immunodéprimée, ça va pas du tout, enfin voilà. Et lui, il est juste innocent, il a juste acheté son petit lapin pour lui faire plaisir, et je trouve que ce genre de moment en fait finalement qui amène de la comédie allège vraiment l'ensemble, même si effectivement les thématiques sont quand même très graves et ça pèse, on va pas se mentir. Mais il y a notamment effectivement un épisode très drôle qui se passe aux Antilles, Guadeloupe de mémoire, qui prend beaucoup de recul parce que c'est le seul épisode qui ne se passe pas près de l'hôpital, donc l'hôpital de Créteil, où tout est, pour le coup, c'est très centré là-dessus. On voit très peu d'autres endroits que l'hôpital ou les appartements des uns et des autres.
Et cet épisode qui d'un coup nous sort complètement et nous emmène dans des plages paradisiaques, on en oublierait presque, et c'est ça aussi l'enjeu de cet épisode, la maladie de cet enfant à l'autre bout du monde. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était très très bien pensé. Et c'est là qu'on voit peut-être la patte aussi de l'écriture, qu'on ne retrouverait pas peut-être dans les séries de télé plus classiques. Mais voilà, bon, c'est quelque chose qu'on vous recommande quand même, globalement, tout va bien. Moi, on va recommander ça aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Vraiment, ouais. Il n'y a que toi, Clément, qui ne recommande pas. Ouais, je me fais l'avocat du diable. J'essaie d'animer cette émission pour qu'il y ait un peu de débat. Excusez-moi. On va enchaîner avec les coups de cœur de nos deux invités, puisqu'il n'y a pas que tout va bien cette semaine. Et je vais commencer avec toi, Salambo, puisque tu voulais nous parler d'une série sur Apple TV+. Ça s'appelle The After Party. La 2e saison est sortie. Oui, alors donc The After Party, c'est une série un peu bateau au départ. C'est une série policière, un peu un whodunit classique, avec un meurtre à élucider, etc. Donc ça s'appelle The After Party parce que ça se passe toujours dans l'after d'une soirée. Par exemple, dans la première saison, c'est une réunion d'anciens élèves du lycée. Dans la 2e saison, c'est l'après-soirée d'un mariage, etc. Et donc, on commence la série en se disant, bon, c'est une énième série policière, ça peut faire du bien, mais bon, sans plus. Et finalement, il y a un petit twist que moi je trouve vraiment très intéressant, qui est que donc chaque épisode raconte le meurtre d'un point de vue d'un témoin en particulier, et surtout chaque épisode est tourné selon un genre cinématographique différent, qui correspond à la personnalité du témoin en question. Donc par exemple, on a des témoins qui sont un peu extravagants, qui adorent chanter, donc cet épisode-là va être en mode comédie musicale. Il y en a un autre qui est un peu le personnage un peu sombre, un peu secret, donc là c'est un peu comédie d'action genre Fast and Furious. Donc chaque épisode comme ça prend le contre-pied de l'épisode d'avant. En fait, on passe du film noir des années 30 au film de Wes Anderson, en passant par Orgueil et Préjugés, Fast and Furious comme je le disais, la comédie musicale Hamilton. Enfin vraiment ça mixe un peu tout ça. Ce qui est expliqué en partie par le fait que la série soit créée par Chris Miller, qui est la moitié du duo qu'il forme avec Phil Lord. Et notamment, ils ont travaillé sur des films comme La Grande Aventure Lego, Spider-Man Across the Spider-Verse, des choses comme ça qui sont justement très très référencées. Des gens qui ont beaucoup d'idées de cinéma. Exactement, qui ont beaucoup d'idées. Donc moi, c'est une série que j'ai trouvée vraiment formidable. Malheureusement, elle a été annulée par Apple TV+, donc il n'y aura pas de saison 3. Mais la bonne nouvelle, c'est que les 2 saisons peuvent se consommer indépendamment. Il y a une fin quand même à chaque enquête. Ouais, ça, on peut le dire. C'est que vous pouvez vous lancer, regarder les 2 saisons, vous ne serez pas déçus par le fait qu'il n'y a pas de saison 3, puisque vous aurez 2 saisons qui sont indépendantes déjà l'une de l'autre, avec une fin, un scénario qui va un début, un milieu, une fin à chaque fois. Donc vous ne serez pas laissé au milieu d'un twist. Est-ce que, moi ma question c'est, est-ce que c'est bien que ça s'arrête? Est-ce que c'est un peu triste? Moi je suis contente. J'avoue, je suis contente parce que j'adore les séries qui s'arrêtent quand elles sont au top. Et j'adore The After Party. Je trouve qu'en l'espace de 2 saisons, ils ont exploré plein de genres. Ça va au-delà du pastiche. Il y a vraiment, on rend hommage à ces genres-là et on a réussi à les comprendre. On ne s'en moque pas. On a compris les ressorts. Et donc, voilà, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les regarder et je me dis, allez, la 3e, on se serait peut-être lassé. C'est peut-être mieux d'arrêter avant. Bon, comme ça nous fait une série en 2 saisons à regarder. C'est pas trop long. C'est des épisodes de 30 minutes en plus. Une saison de 8 épisodes, une autre saison de 10 épisodes. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une 3e saison, mais c'est vrai qu'elle Je peux comprendre, mais ne soyons pas trop gourmands. C'est le moment de lancer une pétition Apple TV+, si vous nous regardez, si vous nous écoutez. Exactement. Une 3e saison pour Salambo, s'il vous plaît. On va revenir en France pour la dernière série de cette émission. Margot, c'est Polar Park. Alors, c'est français, mais on le dirait pas comme ça. C'est pas très francophile comme titre. Ça se passe sur Arte, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, c'est diffusé sur Arte, mais ça se passe à Mout. Mout, qui est, comme chacun sait, le village le plus froid de France. Très bien. Alors, en fait, c'est une série signée Gérald Eustache-Mathieu, qui est le réalisateur du film Poupoupidou, qui se passait déjà à Mout, la ville la plus froide de France. Donc cette personne est un peu obsédée par le froid. représentant de cette ville. Voilà. Non, il vient pas du tout de là, mais il est très inspiré par cet endroit. Et donc l'histoire qui reprend un peu celle du film, c'est celle d'un écrivain, David Rousseau, écrivain de polar, qui est appelé à Mout par un moine qui doit lui délivrer un secret qui le concerne personnellement puisque ça concerne sa mère. Et en fait, au moment où il est à Mout pour recevoir ce secret qui déjà l'ébranle un peu, il se passe des meurtres dans la ville, des meurtres qui sont maquillés comme des tableaux de maître. Et donc, il va se lancer avec le commandant de gendarmerie Louveteau derrière le tueur ou la tueuse, on ne sait pas, enfin l'autrice de ces meurtres. Et en fait, c'est absolument drôlissime. Et vraiment, donc c'est pas une série policière?
C'est une série policière, mais très comique. C'est vraiment la comédie policière. Ok. C'est surtout complètement décalé. Alors déjà, les gens parlent très bizarrement, notamment les gendarmes. Ils disent jamais qu'ils trouvent un cadavre. Ils disent qu'ils ont trouvé quelqu'un qui est Delta Charlie Delta, donc décédé. Ah. Et en fait, il y a énormément de jeux sur la langue française, hein, je veux dire. Et c'est hyper drôle. Les personnages sont tous un peu tarés. À un moment, on soupçonne quand même un mec de la bibliothèque de tuer tous les gens qui ont rendu leur livre en retard. Voilà, c'est des choses comme ça. Quelqu'un de très très maniaque. Alors, voilà, exactement. Et c'est hyper drôle et en même temps il y a un soin à apporter à l'esthétique de la série. Alors c'est très référencé aussi, hein. Évidemment il y a des références à Twin Peaks, à Fargo des frères Cohen, à La Neige et tout ça, ils font penser, mais c'est visuellement superbe, la musique est géniale et en même temps vous avez ces dialogues et ces comédiens qui s'en donnent à cœur joie, hein. C'est Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix qui jouent les rôles principaux, vraiment dans une atmosphère. En fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de séries produites. Et celle-là, vous en sortez en vous disant, OK, il n'y a personne d'autre que Gérald Eustache-Mathieu qui aurait pu la faire. Une vraie série d'auteurs. Voilà, une vraie série personnelle avec une patte qu'on reconnaîtrait entre mille. Vraiment, je vous la recommande. J'ai trouvé ça génial. Je la recommande également. Moi, j'ai aussi adoré. C'est vraiment une série très décalée, comme tu le disais, et dans un paysage justement sériel en France où les séries policières sont un peu une institution et on produit quand même ça beaucoup en masse sur les chaînes traditionnelles. Là, moi, ça m'a fait vraiment du bien de voir cette série. Effectivement, c'est très référencé, comme tu le disais, à Twin Peaks. Je m'attendais vraiment à voir débarquer un lama, un peu comme dans les épisodes de Twin Peaks. Et Jean-Paul Rouve est vraiment super. Et les seconds rôles féminins aussi sont vraiment géniaux. Oui, India Air joue une groupie de David Rousseau. Ouais, un peu allumée, qui est vraiment, vraiment très très drôle. Très bien. En tout cas, Clément, tu pourras pas dire que ça ressemble à une série de TF1. D'accord, je ne l'ai pas vu, donc je sais ce que je vais faire ce soir, je vais regarder Polar Park sur arte.tv, 6 épisodes, hein, c'est ça ? Exactement. Super, j'ai mon programme du soir, vous aussi normalement qui nous avez écouté ou regardé pour cette émission, c'est fini pour aujourd'hui, merci Margot, merci Salambo d'être passé sur le plateau d'épisodes suivants, vous pouvez revoir l'émission en replay sur le site de Tech & Co ou la réécouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.